Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 juin 1981, quelques heures seulement avant le lancement de l'opération Opéra. Alors l'opération Opéra, c'est l'armée israélienne qui a décidé de traverser la frontière, d'aller en Irak et d'aller attaquer un réacteur nucléaire en fabrication avec sur place des ingénieurs français, des ingénieurs italiens et forcément toute l'armée de Saddam Hussein. C'est un des raids les plus impressionnants du début des années 80 qui met en avant le chasseur multirôle F-16 accompagné par des F-15. Nous allons voir ensemble comment cette mission a pu se créer avec un plan aujourd'hui très simple. Dans un premier temps, nous allons regarder les conditions géopolitiques avant que cet événement ait lieu et pourquoi est-ce que Israël a décidé d'attaquer. Ensuite, nous allons aller au tableau et nous allons réfléchir comment atteindre l'état final recherché, comment est-ce que nous pourrions réaliser cette mission avant de faire cette mission au simulateur et ensuite de débriefer en fonction des vrais événements. Allez, accrochez-vous, jingle. Roger ball. Et aujourd'hui, eh bien sur cette vidéo, nous avons un partenaire assez exceptionnel, c'est CyberGhost VPN. Partenaire qui vous veut du bien parce que c'est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité lorsque vous êtes sur Internet. Ils ont 38 millions d'utilisateurs, c'est eux les plus recommandés et les mieux notés sur Trustpilot, c'est bien un truc en rapport avec la chaîne, mais surtout, si vous cherchez d'autres crédibilisations, ils sont recommandés par le Journal du Geek. Donc qu'est-ce qu'ils vous proposent? Il vous propose d'accéder à des réseaux privés virtuels, le fameux VPN, ce qui va vous permettre de surfer sur Internet, d'aller voir les vidéos YouTube de votre choix en masquant votre IP, en chiffrant votre donnée, en redirigeant le trafic en toute sécurité dans un tunnel où vous ne serez pas embêté. Et ça va vous permettre, par exemple, également d'accéder à 35 plateformes de streaming si vous êtes abonné à des meilleurs tarifs et également à plus de contenu. Cela vous permettra de regarder des films et séries encore non disponibles en France. Le gros point positif, c'est qu'il ne stocke aucun log, donc aucune de vos données d'utilisateur. Pour vous dire, ils ont 9700 serveurs sur 91 pays. Mais le gros point qui est top, c'est qu'avec un abonnement, et là si vous cliquez sur le lien, vous avez 83% de réduction. Ça vous revient à 2,03 € par mois. Et vous avez 4 mois gratuits en plus, et 45 jours satisfaits ou remboursés, et un service 24/7 en français. Eh bien, ça vous permet, pour ce prix-là, de connecter 7 appareils. Donc, toute la famille peut en profiter, que ce soit du Windows, du Mac, du iOS 7, du Android, de la Smart TV, du Linux ou même votre console de jeu. Donc, c'est juste en dessous. Merci à eux de nous permettre de faire grossir la chaîne et de créer des emplois en France. Alors, l'opération Opéra, c'était le 7 juin 1981. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état final recherché, c'était d'empêcher Saddam Hussein et l'État irakien d'acquérir une capacité nucléaire. Or, suite à un accord avec le président français Jacques Chirac, il y avait la vente de réacteurs Osiris, appelés Osirak. On prend Osiris, le réacteur français, et Irak, ça fait Osirak, et cette vente, cette mise en place avait été freinée par le Mossad, notamment avec une attaque sur les territoires français, un sabotage le 6 avril 1979 à la Seine-sur-Mer de certaines pièces indispensables au système. Mais ces pièces ont pu être réparées. On monte donc à l'étape supérieure. Un Égyptien, ingénieur nucléaire qui travaille sur le programme alors qu'il est hébergé au Méridien, un grand hôtel de Paris, se fait assassiner par le Mossad. C'est le 13 juin 1980. Mais ça ne freine pas les Irakiens qui continuent leur développement. Et ils ne choisissent pas le nom des réacteurs par hasard. Ils vont les appeler Tammuz 1 et Tammuz 2. Tammuz, c'est un mois qui a vu l'arrivée au pouvoir du Parti Baas en 1968, mais également le 17 Tammuz, c'est là où les Juifs se rappellent des 5 calamités qui sont tombées sur leur peuple, et notamment la brèche à Jérusalem, faite lors du siège de Nabucodonosor. Donc forcément, c'est légèrement orienté comme nom. Saddam Hussein a décidé d'un site situé plein sud de Bagdad, on est, pour être précis, au sud-est, pour une grosse dizaine de kilomètres, proche du Tigre. Il faut de l'eau pour
gérer et refroidir les réacteurs. Et nous sommes donc juste à côté de ce grand fleuve, dans une zone assez ouverte où il y a peu de population civile très très proche. Puisque la phase de sabotage en amont n'a pas réussi et que la guerre Iran-Irak éclate, les Israéliens se disent que peut-être qu'en aidant les Iraniens, il y a moyen d'atteindre leur objectif. Et c'est comme ça que l'opération Scorched Sword va arriver. Elle va être lancée le 30 septembre 1980 avec des F-4 Phantom. C'est une grande opération. Si vous voulez, on pourra la détailler, mettez-le dans les commentaires, on pourra s'en occuper. Mais au total, c'est 12 MK-82, des bombes américaines, livrées par le Mossad avec un 707. Donc c'est les Israéliens qui ont envoyé ce type de bombe directement à l'Iran pour leur permettre de faire le raid. Qui verra ces MK-82 pour la plupart rebondir, ne pas atteindre à 100% l'objectif, mais quand même réussir à faire de très gros dommages. Ces dommages seront photographiés quelques semaines plus tard, le 30 novembre, par un raid de F-4E photo. Mais l'implication de l'Iran ne va pas s'arrêter là. Parce que le 4 avril 1981, il lance un raid absolument incroyable pour attaquer la base de H3 dans l'ouest de l'Irak, du côté d'Israël. Ils vont faire tout le tour, attaquer. Là, c'est un véritable massacre. Plus de 30 aéronefs attaqués au sol. On l'a vu avec Ukraine, Russie. Les aéronefs sont vulnérables au sol, et là c'est 4 MiG-21, 18 MiG-23, mais également 5 Mirage F1, tous détruits au sol. Toute la partie de l'armée de l'air irakienne dans la partie ouest va vraiment être attaquée, et d'ailleurs le responsable de la région sera exécuté sur ordre de Saddam Hussein. Alors tout ça c'est bien, mais le réacteur nucléaire est toujours en fabrication. Nous allons donc nous retrouver tasqués, comme on dit, pour mettre en place une manœuvre pour essayer, eh bien, d'empêcher que ce réacteur puisse être développé. Et même s'il est marketé, mis en avant comme un réacteur qui doit faire que de la recherche, il est possible que derrière, Saddam Hussein puisse l'utiliser pour créer de l'arme nucléaire. L'État d'Israël a peur. Nous allons donc aujourd'hui voir comment empêcher ça. Alors, la méthode que nous allons utiliser, c'est celle que je développe dans Au-delà du cockpit. C'est celle des 4T, qui est disponible en source ouverte, qu'on utilise normalement dans l'OTAN ou dans les armées occidentales. Les 4T, c'est quoi? C'est d'abord s'interroger sur le task. Quel est l'objectif? Le target, la cible, le threat, les menaces. Et ensuite, derrière, on en déduit une tactique. C'est donc très logique. Task, target, threat, tactics. Aujourd'hui, pour le 7 juin 1981, le task, c'est stopper le programme nucléaire iranien. Ça, c'est notre état final recherché. Mais il faut le traduire concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour ça, eh bien, il faut demander aux experts de la centrale, aux personnes qui maîtrisent. Et ça tombe bien parce que Israël, à cette époque-là, s'y connaît un petit peu dans le nucléaire. Et nos experts nous disent, il faut détruire le dôme. On a donc des experts en armement, et ils vont nous dire, pour détruire le dôme, il faut mettre 8 bombes de 1 tonne, 8 MK-84. Ensuite, le target, maintenant, eh bien, on va pouvoir l'étudier un petit peu plus. On voit qu'il y a la route qui mène à Bagdad, et ça va être dans le centre de ce grand compound qu'on va retrouver le dôme que l'on voit là de haut et de profil avec à côté une grande cheminée. Donc il devait être assez facile quand même à repérer. Donc notre objectif, ça va être de réussir à mettre un minimum 8 bombes sur cette cible-là. La problématique, c'est loin, très loin. Pour pouvoir faire notre mission de manière discrète, nous allons partir bien d'une base dans le sud d'Israël. Bagdad, c'est ici. Notre cible se trouve par là. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? On pourrait décoller, on pourrait traverser la totale par ici. Là, on sait qu'il y a la fameuse base H3 qui a été bombardée. Ou alors, on tente de partir par le sud, on évite la Jordanie, on rentre dans l'Arabie Saoudite, on traverse, on rentre ici dans le territoire irakien et on arrive par là. Je vous rappelle que l'Irak est en guerre contre l'Iran, l'Iran est de l'autre côté. Attention néanmoins, il y a des patrouilles aériennes avec des avions radars, des AWACS en Arabie Saoudite, mais plutôt vers le sud. Et la Jordanie, c'est quand même bien couvert par les radars. Donc nous allons voir avec nos officiers renseignements qui vont nous dire, dans cette zone-là, ici, là, il y a un petit peu un trou de détection. Donc, si vous arrivez avec les avions à arriver par ici, ils vont avoir du mal à vous repérer et il y a donc moins de chances que la chasse adverse décolle. Ça devrait être compatible également avec la position des avions radars d'Arabie Saoudite. Donc,
le mieux serait probablement de partir par le sud, de voler le plus bas possible, de manière à limiter la possibilité de détection de notre patrouille qu'il va falloir maintenant réfléchir. Mais revenons-en un petit peu à la cible. Vous avez Bagdad qui est là, vous avez la rivière, enfin le fleuve, et c'est juste là. Donc, comment est-ce que l'on pourrait l'attaquer? On sait que ça va être défendu, on va le voir un peu plus en détail, mais dans un monde idéal, on vise plutôt le centre. Ça serait bien de pouvoir arriver dans un axe comme ça. Si on arrive dans un axe comme ça, l'idéal serait d'avoir peut-être le soleil derrière nous. Donc, plutôt une attaque en fin de journée. Ensuite, derrière, on dégage et on rentre vers la maison. Donc jusque-là, rien de bien anormal. On va donc pouvoir privilégier une attaque de la cible depuis l'ouest, ce qui nous permettra de facilement la trouver avec ce fleuve, quelle que soit la saison, et ensuite pouvoir partir. Normalement, eh bien, la mission devrait être effectuable. Si on va rentrer un peu plus dans le détail, vous voyez que nous avons dit que notre objectif se situe là. Ça va donc être vraiment dans cette zone-là, la boucle du tigre. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Le task est clair. On a étudié le target, on sait comment l'attaquer. Maintenant, les menaces. Les menaces, eh bien, il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal à la fois sur la zone et également dans l'espace aérien. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une forte concentration d'aéroports irakiens. Par ici également, quelques-uns qui traînent par là, mais ils sont beaucoup moins armés. Donc, c'est cohérent avec notre plan de rentrer par le trou de détection et après nous insérer jusqu'à Bagdad. Et pour des raisons de pétrole, ensuite, on fera un retour direct. Problématique, c'est qu'on risque de se faire intercepter à ce moment-là. Il faut donc anticiper et avoir une couverture de chasse avec nous, mais peut-être également une couverture de chasse qui nous attend sur alerte en Israël, prête à décoller, prête à venir nous aider. Donc ça, c'est pour la partie RR. Nous ne partirons pas sans ce qu'on appelle de la sweep, des balayeurs, des F-15. Ensuite, sur zone, des CITES-A6, des ZSU 57, des ZSU 23, donc tout ça c'est du triple S, c'est du canon anti-artillerie comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Le SA6 c'est un peu plus violent, mais on le saura grâce à nos détecteurs si nous nous sommes pris à partie. Et également il y aurait des systèmes français qui ont été vendus, qui ont été prélevés sur le stock de l'armée française, qui ont été rajoutés autour du site, apparemment des Roland. Donc là on est sur de l'interception courte distance. Donc notre objectif sera d'essayer de surprendre l'adversaire. Comment les surprendre? Grâce aux renseignements, on sait qu'ils ont une relève aux alentours des 18h30 locales. Si on leur tombe dessus aux alentours des 18h30, on a des chances qu'ils soient à la cantine. Donc on résume. L'objectif, aller taper du côté de Bagdad. On part d'un endroit où on ne pourra pas être repéré, on descend vers le sud, ensuite on rentre en Arabie Saoudite, on vole à très basse altitude mais pas trop rapide pour se refaire en pétrole. Ensuite on largue nos bidons d'essence. On rentre en Irak, là on accélère la vitesse tactique, on fait la pénétration vers l'Irak, on essaye de recaler nos systèmes de navigation au niveau d'un lac, et ensuite derrière on fait notre attaque. Une fois que l'attaque est faite, on rentre vers la maison au plus court et à haute altitude. Donc là on est en très basse altitude, et là eh bien, on va rentrer au niveau 400, ce qui sera mieux pour le pétrole. Le risque de se faire attaquer lors du retour, on a des avions qui sont prêts à décoller pour venir nous aider si besoin et prendre l'adversaire en sandwich. Voilà pour la grande idée tactique. Maintenant, il faut réfléchir à combien d'aéronefs mettre dans la patrouille. Donc, au niveau de la patrouille, il nous faut un minimum de 8 bombes. Ça fait 4 F-16. On en a une cinquantaine de disponibles. Ils viennent tout juste d'être livrés. On a 12 pilotes qui sont allés se former en Utah sur la base de Hill. Hill, je vous rappelle, qui était le Major Hill, le créateur des checklists, malheureusement pour lui, suite à un accident avec un Boeing. Donc on va doubler notre force de F-16, on va faire x2, comme ça on aura un total de 16 bombes, et on va prendre 3 patrouilles de 2 F-15, 2 étant le bon nombre pour qu'ils travaillent en paire. Eux, on va leur mettre des AIM-7, à cette époque-là, il n'y a pas de tir et oubli, donc c'est du Fox One, de l'AIM-9 également pour l'autoprotection. Nous, on va prendre des AIM-9 d'autoprotection. On va prendre 2 bombes de 1 tonne et on va prendre le maximum de pétrole, donc 3 bidons, avec un maximum de pétrole de chez Maximum de Pétrole. Et avec ça, ça va être bien. On va rajouter des avions en spare. Il nous faut donc un minima 2 avions de chaque type spare. Et ensuite, en cas de souci au retour, eh bien on va avoir un E2
qui est notre avion de guerre aérien pour Israël. Et on va également prendre des F-15, plusieurs patrouilles de F-15 qui seront prêts à décoller avec de l'armement en cas de souci. Bon bah si ça vous dit, il n'y a plus qu'à briefer alors. Allez, c'est parti. 7 juin au matin, notre petite équipe est partie pour le briefing. Je vous rappelle l'état final recherché, mettre hors de service le nucléaire irakien. Pour faire ça, il faut qu'on tape le dôme avec un minima 8 bombes de 1 tonne. On veut 0 perte chez les Français ou chez les Italiens. Du coup, on attaque un dimanche. Normalement, il devrait être off. Et on veut 0 perte dans notre patrouille. Le timing, 15h55, local, décollage d'Etion pour tous nos aéronefs. Je vous rappelle que comme on est limite en pétrole, on va faire ce qu'on appelle un hot refueling. On va rouler jusqu'au point de manœuvre. Au point de manœuvre, on va avoir des camions de pétrole qui vont venir, qui vont nous refaire le plein. Comme ça, on va gratter 200-300 kg de plus avant de décoller. À 16h50, alors que nous sommes à l'intérieur du territoire saoudien, on va larguer les bidons pour les F-16. Pas les 3, que les 2 bidons extérieurs. Attention, le F-16 est un nouvel avion. On a des bombes de 1 tonne juste à côté. Ça n'a jamais été testé. Et ce n'est pas une manœuvre normalement qui est validée. Donc on a un risque que lorsque le bidon se détache, il tape à cause du flux aérodynamique notre aéronef et que ça crée une catastrophe. Donc on prend un risque là-dessus, mais on la joue gagnante. Ensuite, il va falloir faire un recalage et une fois qu'on sera en territoire irakien, c'est manette vers l'avant. Alors qu'en Arabie Saoudite, on va économiser du pétrole à 360 nœuds, on ira au-dessus de 500 nœuds, très très basse altitude au-dessus du territoire irakien. Ça nous amène à 17h35 heure israélienne, 18h35 heure irakienne, normalement au moment où ils sont en train de manger, pour notre attaque. Et on a calculé que on va tous attaquer à la queue leu et qu'on aura environ 80 secondes sur zone. Donc ça va être plus dangereux pour le dernier que pour le premier, mais 80 secondes sur zone et après on igresse, on rentre à la maison. Dans la foulée, à 17h40, on va monter vers la haute altitude, on va rallier nos F-15 qui se seront séparés à une cinquantaine de nautiques en amont, qui seront montés vers 25 000 pieds, qui auront allumé leur radar pour s'assurer qu'il n'y ait personne au sud de Bagdad. À la vitesse à laquelle on va débouler, ils n'auront pas le temps normalement de faire décoller de la chasse adverse et être facteur lors de notre attaque. Pour la sortie, ça sera peut-être différent. On a prévu de rentrer à 19h05 et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait au briefing? On fixe également l'heure de débrief. 19h45, on se retrouve pour voir comment ça s'est passé. Ça, c'est notre vraie équipe, vraie photo. Vous voyez, on va refaire le plein jusqu'au dernier moment. Configuration des avions. 2 patrouilles de 4 F-16, MK-84x2, ça c'est pas rien. Ensuite, 2 bidons de 370 gallons, ça fait un paquet de litres de pétrole, et un bidon ventral de 300 litres. Donc là, on a 3000 litres plus 1200 litres en plus. Et on prend également des AIM-9 pour l'autoprotection. Nos F-15 AIM-7, donc du Fox One longue portée, et de l'AIM-9 pour leur autoprotection. Dans la patrouille, c'est guidé par le lieutenant-colonel Raz, si pressant. Raz, rien à signaler. Et dans la deuxième patrouille de 4 F-16, c'est le lieutenant-colonel Nanchoumi, avec en deux Spector. Alors Spector, c'est le chef de l'unité, il devait pas être là à la base, mais il a fait du forcing, comme souvent font certains chefs, pour participer à la mission. Et c'est quelqu'un de très connu parce qu'il a abattu une quinzaine de MiG en face pendant la guerre précédente, mais c'est également lui qui a l'idée de strafing de l'USS Liberty, tuant plus d'une trentaine de marins américains qui n'avaient rien demandé. Donc il est assez controversé, et on verra. Malheureusement, spoiler alert, il n'a pas suivi tout le programme d'entraînement, et les 2 seules bombes qui n'exploseront pas, ce sont ces bombes. Comme quoi, il faut faire l'entraînement avec tout le monde, quel que soit son niveau de compétence. Et pour finir, nous avons le petit jeune, 26 ans, Ramon, et lui, premier astronaute israélien, malheureusement, qui décédera dans la navette spatiale en 2003. Donc quand même une sacrée équipe, il y a de l'expérience, ils sont tous combat proven, il y a du galon, mais il n'y a pas tant d'expérience que ça sur F-16. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, ils s'entraînent à voler à basse altitude, notamment dans le Sinaï, à faire des vols longs pour bien s'habituer à mettre en œuvre le F-16. Maintenant, au niveau de la patrouille, ça va ressembler à ça. On a donc notre leader qui est devant. Derrière, on prend 4 km, l'autre patrouille derrière. Sur les côtés, on met l'escorte et ça ferme avec les F-15. On va faire la pénétration basse altitude comme ça. On décolle. On part plein sud. Ensuite, on évite les zones avec la population. On rentre en Arabie Saoudite. 180 pieds Mach 07. Une fois qu'on a largué les bidons, eh bien, on passe la frontière, on accélère. Mach 08.
On fait un recalage au niveau du lac. Ici, l'attaque, je vais vous la briefer plus en détail. Une fois qu'on a fini l'attaque, virage gauche, on monte au niveau 400, on rentre à la maison. Si on voit une menace, on n'hésite pas. Attention pour les pilotes de F-16, si vous avez un avion qui se rapproche de vous, assurez-vous que c'est pas un F-15. Statistiquement, ça risque d'être un copain. On ne tire pas sur les copains. Attention à ça. Alors, comment est-ce qu'on va trouver l'objectif? On va arriver à basse altitude. Ensuite, on va faire un cabré pour les F-16. Le cabré montera à 60 degrés néo. Ça va grimper très très vite sur la post-combustion. On est lourd, donc il faut mettre la post-combustion. Ensuite, derrière, on va faire un piqué. Et dans le piqué, vous voulez chercher la zone. Donc, la première chose à voir, c'est la ville de Bagdad. Ensuite, ville de Bagdad traversée par le Tigre. Vous trouvez le coude du Tigre. Et là, il y a le prolongement avec une rivière. Eh bien, nous, notre zone, elle est juste au sud-est de ce prolongement avec la rivière. On part du gros repère, la ville. Ensuite, on va vers le petit repère, la rivière, le fleuve. Ensuite, une fois qu'on voit ça, je vous rappelle que notre objectif est là. La formation, c'est quoi? C'est tout le monde à la queue leu à environ 5 secondes. Ensuite, vous allez faire tirer sur le manche en facteur positif, vous vous mettez sur le dos, 35 degrés de piqué, 35 degrés de piqué, à 3500 pieds, vous ouvrez le feu. Vous larguez vos 2 bombes en simultané. Attention de bien avoir sélectionné la sécurité armement, sinon les bombes vont pas partir. Vous stabilisez bien l'avion, vous appuyez et vous faites une ressource franche. Vous faites des leurres préventifs. Pendant le virage, vous renvoyez des leurres également et c'est parti, ça monte vers la haute altitude. Je vous rappelle qu'on va tirer très vite, de l'ordre de 600 nœuds, donc il ne faut pas se louper. Maintenant, si vous vous loupez, vous n'avez pas à tirer, vous refaites un circuit et vous recommencez. Simple, efficace. Attention aux fumées. Néanmoins, la cible étant tellement grosse que vous devriez être capable de désigner malgré les fumées, sinon vous tirez au pied de la fumée. On attaque maintenant la partie sur les what if. Qu'est-ce que l'on fait si ça se passe pas comme prévu? Notre force minimum pour y aller, c'est 4 F-16 et 4 F-15. Si on a moins d'avions au moment de passer en Irak, on fait demi-tour par la basse altitude, on rentre. Si on est attaqué sur le retour, c'est au F-15 de gérer, c'est eux qui auront le lead. On n'a pas le pétrole pour descendre à basse altitude. Si on descend à basse altitude, on ne pourra pas rentrer vivant en Israël. On sera obligé de s'éjecter. Si on doit s'éjecter, on privilégie plutôt le nord de l'Arabie Saoudite. Ensuite, derrière, eh bien, dès qu'on voit qu'il y a des autres avions, dès que les F-15 ont des contacts, tout de suite, ils l'annoncent et ça fera décoller le E2, ça fera décoller les 2 fois 4 F-15 également qui viendront nous aider et qui pousseront des Jordaniens, qui pousseront l'Arabie Saoudite s'ils viennent également. C'est pour ça qu'on a 8 F-15 en renfort si besoin. La sécurité aujourd'hui, faut 0 perte. Attention à basse altitude, on vole beaucoup plus bas que d'habitude, on s'y est pourtant entraîné, mais si vous voyez que votre radio sonne, hop, on remonte un petit peu. Donc ne pilotez pas au travers de la radio sonde, utilisez votre système pour vous aider à bien gérer l'avion. Et très 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 important, ne prenez pas le souffle du leader. Attention à ça dans les virages. Très 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 grosse méfiance à avoir sur les souffles et également lors du décollage, on va être très lourd, très souple sur la rotation, on rentre le train, on accélère, palier d'accélération, et après on monte. Et ensuite derrière, si vous voulez rentrer au terrain, ne jouez pas trop sur les gaz, essayez de refaire du pétrole dans les virages, soyez très attentif lors de votre descente également à votre pétrole. Pour finir, wingman job, ce que j'attends de vous, mes équipiers aujourd'hui, eh bien c'est 1, vous ne rentrez pas dedans, 2, vous tapez pas le sol, 3, vous parlez pas à la radio, interdiction de parler à la radio aujourd'hui, sauf si vous voyez un adversaire. Vous voyez à vue un adversaire arriver, assurez-vous que ce n'est pas un F-15 de la sweep. Si vous êtes sûr que ce n'est pas un F-15 de la sweep, on s'attend à voir du F-1, du MiG, du Sukhoi, eh bien là, vous l'annoncez à la radio. Maintenant, si vous avez une alarme au niveau de votre guerre électronique, ne l'annoncez pas, il est probable qu'on l'ait tous. Maintenant, si vous avez un départ de tir, vous voyez un départ de tir, vous réagissez, on vous verra réagir. Et si vous voyez que la patrouille ne réagit pas, vous l'annoncez quand même à la radio en minimisant la puissance d'émission de votre poste radio pour qu'on reste le plus discret possible. Attention lors de la pénétration basse altitude, on veut rester le plus bas possible, même si on se fait intercepter, ça permettra de limiter notre vulnérabilité face à des systèmes solaires ou face à des radars de détection. Pas de questions, c'est parti. Aux avions.
Et voilà, on est de retour, posé, pas cassé. En définitive, allez c'est parti, c'est l'heure du débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Je vous propose dans un premier temps qu'on refasse rapidement les événements. Comment est-ce que ça s'est passé dans la vraie vie? On a réussi à décoller tant bien que mal. On a deux avions qui ont eu des soucis au niveau du plein avant le décollage. Il fallait pas moins de pistes, il faisait quand même chaud. On a réussi à décoller, on est parti vers le sud. Et là, le leader de la patrouille, je me suis un peu embrouillé sur la nave, on a fait une erreur de navigation et on a survolé. Eh bien, le bateau de qui? Le bateau du roi de Jordanie, qui est également pilote. Et il nous a vu passer avec tout l'armement. Il s'est rendu compte qu'on était en train de faire une attaque soit en Jordanie, mais probablement en Irak. Il a contacté par radio son état-major en Jordanie, qui a contacté l'Irak, mais c'est jamais remonté aux bonnes chaînes décisionnelles. Je vous rappelle que c'est 1981, heureusement. Donc là, il y a un gros point. Ensuite, quand on est rentré en territoire ennemi, là, il n'y a pas eu de souci en Arabie Saoudite. Le largage des bidons, c'est validé. On va l'appeler les Américains, on va leur dire que ça fonctionne. Ensuite, derrière, au niveau de notre lac, il avait beaucoup plu. Et vu qu'il avait beaucoup plu, je devais faire mon point de recalage sur une île au milieu. Ce n'était pas possible parce que l'île était sous l'eau. Donc j'ai mal fait, le leader a mal fait son recalage. Et résultat, sur la première passe, le leader est parti trop tard. Les autres étant entre elles, ils ont pu faire leur passe. Mais en tant que leader, j'ai pas pu tirer du premier coup. J'ai dû faire un 360 pour après revenir et tirer le dernier. Nos aéronefs ont tous pu tirer. On a pu repartir en toute sécurité au niveau 400. Les tireurs au sol, la DCA a mis plusieurs dizaines de secondes à se réveiller. Une fois qu'ils se sont réveillés, ça a tiré dans tous les sens. Mais leur radar n'était pas allumé, n'était pas préchauffé. Du coup, ils ont dû tirer à l'ancienne. Ils ont même blessé certains les uns les autres. Il y a donc eu 10 morts au niveau des soldats irakiens. Un Français qui travaillait le dimanche, un jeune ingénieur français malheureusement tué également dans notre frappe. Et après, lors du retour, nous n'avons pas été enquêtés par l'armée irakienne qui n'a pas décollé pour nous courir après. Donc, au final, on peut dire que la mission est réussie pour ce qui est de l'état final recherché à 100%. Néanmoins, d'un point de vue politique, il y a eu un dommage collatéral. Un Français qui était présent sur place, qui est malheureusement décédé. Donc on ne peut pas se donner 100% de réussite sur la mission, puisque je vous rappelle qu'on partait le dimanche pour minimiser ce risque-là. La réponse politique américaine ne s'est pas fait attendre. Ils ont décidé d'interrompre la livraison de F-16. Nous n'aurons donc plus de F-16 avant plusieurs mois. Néanmoins, eh bien, nous avons réussi à rester fidèles à l'état final recherché voulu par le politique. Le programme irakien ne redémarrera pas. Sayonara, Saddam. La France refusera de relivrer du matériel nucléaire, se fera quand même payer et toutes les armées au monde se rendront compte que l'armée israélienne a des capacités de frappe en profondeur jusqu'alors insoupçonnées. Si vous voulez mes deux scènes sur cette mission, c'était une mission qui ne s'est pas faite par hasard. Il y a eu énormément de préparation en amont et on voit bien qu'une bonne préparation, avec un petit peu de chance également, permet d'optimiser ses chances de succès. Ils ont mis les moyens dans la préparation, ils ont fait ce qu'ils ont briefé, tout ne s'est pas passé comme prévu, un vol ne se passe jamais comme prévu. Erreur de navigation, survol du roi de Jordanie qui prévient les Irakiens, énorme coup de chance, c'est passé en 81, ça ne passerait plus de nos jours. Et on voit bien à quel point le diable est dans les petits détails. Et en lesson learned, si je puis dire, en grande leçon de ce vol, on peut ressortir que si vous faites une pénétration par la mer, il faut survoler en aucun cas des yachts dans ce coin du monde. Il faut essayer de rester le plus discret possible au-dessus de la terre, mais également au-dessus de la mer en évitant les plages où il y a du monde, mais également les navires, et que quel que soit votre niveau d'expertise, même si vous êtes le commandant de l'unité, vous devez faire tout l'entraînement, car au final, ce sont 14 bombes sur les 16 qui ont impacté, qui ont explosé, 2 bombes ont impacté, mais n'ont pas explosé, et comme je vous l'ai dit, c'était celle du commandant d'unité qui n'avait pas fait toute la formation d'entraînement avec ses camarades. Donc, quel que soit votre niveau d'expérience, comme on disait dans l'US Navy, you're only as good as your next pass. Tu es seulement aussi bon que ta prochaine passe d'appontage. Vous êtes toujours défini par la qualité de votre prochaine mission, que ce soit un jeune pilote ou un pilote extrêmement expérimenté. D'où l'importance du briefing, du débriefing
et de la caritude, comme on dit, tout simplement de la discipline et croire en la méthode. J'espère que ce format vous a plu, que les images vous ont plu, ça donne du travail de montage à l'équipe. En tout cas, je me suis bien éclaté à préparer tout ça sur le simulateur. J'espère que vous avez pris du plaisir dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous en voulez d'autres comme ça. Forcément, on s'est intéressé à une armée qui fait parler d'elle en ce moment, et une zone dans le monde qui fait parler en ce moment également. L'objectif, c'est de vous permettre de mieux comprendre les forces armées protagonistes, mais également leur rapport à leur armée, à la force et à leurs voisins. Fly safe.